Merci d'être donc avec nous ce matin. Alors, je vais vous faire un petit portrait en raccourci que vous compléterez si vous le désirez. Donc, je suppose que les gens qui sont branchés nous entendent déjà. Donc, vous avez été secrétaire national des Verts de 2005 à 2006, puis ensuite, vous avez adhéré au MoDem, dont vous êtes devenu le porte-parole, et puis le secrétaire général en 2010, hein, le porte-parole et le secrétaire général en 2017. Ensuite, vous êtes devenu conseiller de Paris et vous êtes devenu vice-présidente de la région Île-de-France, poste donc que vous occupez aujourd'hui. Alors, si on vous invite, c'est pas tellement pour parler de votre parcours politique, parce que vous en parlerez si nécessaire, mais c'est surtout pour parler du poste que vous occupiez depuis le 5 décembre 2018. Vous aviez été nommé donc ambassadeur de France chargé des questions environnement dans les grandes négociations internationales. Et ce poste a brusquement pris fin le 9 juin dernier par décision du Conseil des ministres. Ce qui nous a beaucoup étonnés puisque nous étions à la veille des grandes négociations internationales comme la COP 26 sur le climat à Glasgow et comme la COP 15 en Chine reportée depuis en 2022, mais à la veille, dans une semaine, du Congrès mondial de l'UICN qui est donc en préparation. Alors, donc ma première question, ce serait que vous nous fassiez un petit peu l'historique de votre départ et puis surtout bon, cette absurdité de se priver d'un ambassadeur avant les grandes réunions en cours. Alors, nous rappeler peut-être quel est le rôle d'un ambassadeur de l'environnement, parce que nous le méconnaissons peut-être. Et puis, comment allez-vous passer le témoin de tout ce que vous avez préparé? Donc voilà, c'est à vous et vous pouvez corriger éventuellement donc le petit portrait que j'ai fait de vous. Merci beaucoup. Dites-moi simplement, avant que je commence, combien de temps vous me donnez pour répondre à chacune de vos questions? Oh, disons que, allez-y, on verra bien. Moi, je vais gérer le chronomètre et voilà. Bon, Je très bien. vous interromprai si nécessaire. Oui, oui, n'hésitez pas. J'ai néanmoins mis ma petite montre là devant moi pour voir le temps qui court. Effectivement, j'ai été nommé en décembre 2018 ambassadeur à l'environnement sur décision du gouvernement. C'est un poste que j'ai un peu découvert, pour tout dire. Je ne suis pas diplomate de carrière. Et le Quai d'Orsay a mis en place les postes d'ambassadeurs thématiques depuis une dizaine d'années environ, ce qui est une particularité française. Il y a très, très peu de pays dans le monde qui ont des ambassadeurs thématiques. C'était quelque chose qui mérite peut-être sur quoi on doit peut-être revenir. Alors, comme je suis un peu libre de parole et que je suis face à des interlocuteurs qui sont des journalistes, je peux être tout à fait franc avec vous. Je pense que ce sont des postes qui ne sont pas aujourd'hui stabilisés dans l'institution française. Pour tout dire, ils ont été en grande partie créés avec des impulsions qui sont souvent celles de ministres. Certains postes disparaissent, d'autres réapparaissent, d'autres reviennent, et ce n'est pas très, très stable. Le Quai d'Orsay ne l'a pas vraiment inscrit dans son organigramme, ces postes d'ambassadeurs thématiques. Autant, évidemment, les ambassadeurs en poste à l'étranger ont, eux, un statut tout à fait précis, clair et évidemment indispensable, comme dans tous les... Là, pour le coup, que les ambassadeurs en poste à l'étranger sont tous les pays du monde en ont, donc, enfin, ou presque. Après, ça dépend de la capacité des États à se déployer, mais sinon, c'est tout à fait connu. Par contre, les ambassadeurs thématiques, ça n'est pas du tout inscrit de la même manière dans l'organigramme du Quai d'Orsay. Et en fait, pour être tout à fait honnête, on doit souvent faire un peu notre place. Donc, moi, j'ai eu un grand plaisir à faire le travail qui m'a été confié, mais très honnêtement, quand je suis arrivé, je n'ai pas
été accueillis avec, on va dire, une mission claire, une feuille de route écrite. D'ailleurs, je n'ai jamais eu de feuille de route et de feuille de mission. J'ai tout créé de moi-même, donc avec passion et énergie, bien sûr, mais j'aurais très bien pu ne rien faire. Pour tout vous dire, je ne suis pas sûr que ça se serait vu, mais j'ai quand même fait beaucoup. Donc voilà, simplement pour vous dire que… Alors, vous avez été nommé pourquoi et par qui alors, puisque ça dépend d'un ministre, dites-nous. Alors, le poste d'ambassadeur thématique existait avant que je sois nommé. Il existe depuis une dizaine d'années. Il a été occupé par différentes personnes avant moi. Faut quand même savoir que la plupart du temps, les postes d'ambassadeurs thématiques, contrairement à ce qui peut être pensé, ne sont pas occupés par des gens qui ne sont pas des diplomates. Enfin, sont occupés, pardon, par des gens qui sont des diplomates. C'est-à-dire que la plupart des ambassadeurs thématiques aujourd'hui, il y en a une quinzaine, sur la quinzaine, 10 à peu près sont des diplomates de carrière qui étaient ambassadeurs à l'étranger, qui deviennent ambassadeurs thématiques et qui redeviennent d'ailleurs ambassadeurs à l'étranger après cette mission. Les ambassadeurs thématiques nommés comme moi dans la sphère, on va dire, non Quai d'Orsay, sont rares, sont très très rares. Et d'ailleurs, le Quai d'Orsay y est très réticent, à vrai dire. Donc, on me l'a d'ailleurs fait lourdement comprendre, mais ça, c'est une réalité, c'est que les ambassadeurs non diplomates sont très mal vus par le Quai d'Orsay. Donc, j'ai été nommé parce que je pense, à juste titre, et je regrette d'ailleurs que les choses ne soient pas toujours comme ça, à l'époque, il a été considéré que les enjeux environnementaux qui étaient devant nous sont très lourds et que la compétence diplomatique est certes très utile, mais que la compétence environnementale était tout aussi utile. Et donc, a été cherché à l'époque quelqu'un qui avait, on va dire, une sensibilité environnementale assez fortement marquée pour justement occuper cette mission d'ambassadeur thématique. Et j'étais très flatté et très honoré qu'on pense à moi pour cette mission qui, je l'espérais, pouvait durer évidemment jusqu'aux enjeux internationaux que vous avez cités. Donc, ça a été, j'ai évidemment du coup fait totalement ce travail de suivi des grands enjeux environnementaux avec une compétence diplomatique qui n'était pas au rendez-vous au départ, bien évidemment, mais je l'ai acquise en cours de route. Et puis surtout, j'avais là le soutien du Quai d'Orsay, de sa compétence diplomatique, qui m'a été très utile à plusieurs reprises dans des négociations internationales, puisque autant je savais ce qu'il fallait porter sur le fond, autant, on va dire, dans la mécanique de négociation internationale, le Quai d'Orsay m'a été évidemment très, très utile, parce que comment traiter la Chine, comment traiter les États-Unis, comment traiter des grands groupes comme les groupes Afrique ou les Indiens. Enfin, ce sont des choses évidemment là que je ne savais pas et j'ai été très utilement conseillé évidemment pour négocier un certain nombre de points, sans parler de l'Union européenne elle-même qui est une entité à considérer de manière particulière, puisque dans les négociations internationales, là aussi je ne le savais pas en arrivant, la France est totalement tenu de se conformer à un avis qui est l'avis commun de tous les États membres de l'Union européenne. Et donc, en préalable de toute négociation et de toute discussion internationale, quand on est dans un cadre onusien, on doit se mettre d'abord d'accord à 27 États avant de porter une voix. Donc la France, en fait, ce qui est paradoxal, c'est que c'était très, très frustrant d'ailleurs. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises de me retrouver dans des réunions internationales dans un cadre onusien avec le petit pupitre écrit France et avec un micro qui est resté éteint. C'est l'Union européenne qui parle, c'est pas la France. Et donc, sauf à présider l'Union européenne, ce qui d'ailleurs sera le cas dans quelques mois, au premier semestre 2022, si nous ne sommes pas présidents de l'Union européenne, nous n'avons pas le micro, et donc c'est le président de la présidence de l'Union européenne qui prend la parole, ou la Commission, mais en aucun cas un des États membres. Par contre, évidemment, dans la diplomatie environnementale, et ça j'en ai usé et abusé, on a évidemment un volet bilatéral. La France joue évidemment d'un certain nombre de relations directes avec un certain nombre d'États, et donc nous avons des relations bilatérales avec beaucoup d'États, et là évidemment on parle en notre nom propre et nous construisons les collaborations que nous entendons, qui nous conviennent, sans passer par, entre guillemets, les fourches codines européennes. Donc de ce point de vue-là, j'ai pu traiter en direct avec des pays comme le Sénégal, comme le Tchad, pour voir comment on pouvait travailler ensemble sur la protection de la biodiversité chez eux,
et les aider dans la protection de la nature. Donc ça a été très, très riche et très enrichissant. Maintenant, par rapport à votre question, effectivement, mon départ n'a pas été un départ voulu de ma part. Il a été décidé par l'Élysée. Et pour être tout à fait transparent avec vous, je n'en ai reçu aucune explication. J'imagine que ce sont des explications politiques et qui sont regrettables. Parce qu'effectivement, comme vous l'avez souligné, j'ai activement préparé en toute loyauté, sans jamais évidemment faire les choses sans validation politique. J'ai préparé et le congrès de l'UICN qui arrive et la COP 15 biodiversité qui arrive aussi, avec une grande énergie et me demander de partir juste avant l'été alors que le congrès de l'UICN arrive était évidemment quelque chose qui, de mon point de vue, pose problème parce que, évidemment, beaucoup d'interlocuteurs que j'ai eus, et encore aujourd'hui, j'en ai qu'à certains qui me contactent pour travailler sur un certain nombre de choses qui ont été lancées, et j'ai le regret de leur dire, écoutez, je ne suis plus en charge, donc merci de contacter le Quai Alors, d'Orsay. vous évoquez souvent la protection de la nature. Ça veut dire que vous n'aviez pas en charge les négociations de Glasgow sur le climat. Non, je n'avais pas en charge parce qu'il y a un ambassadeur climat qui existe par ailleurs au Quai d'Orsay. D'ailleurs, on peut se demander pourquoi il n'y a pas un diplomate chargé des questions environnementales de manière unique. Ça serait beaucoup plus logique d'ailleurs. Enfin, moi, j'ai beaucoup plaidé auprès du Quai d'Orsay en interne, maintenant je peux le dire tout à fait ouvertement, pour qu'il y ait, entre guillemets, un ménage qui soit fait sur cette question des ambassadeurs thématiques. Pour moi, l'ambassadeur thématique à l'environnement devrait en toute logique être le chef de la diplomatie environnementale de la France. Ça n'a jamais été comme ça et ça n'est pas conçu comme ça. Donc, on a une multitude d'acteurs qui s'occupent, comme d'habitude en France, on a ce défaut de multiplier les responsabilités pour que justement personne n'en ait de réel. Donc, je regrette ça. Donc, il y a effectivement un ambassadeur climat au lieu d'avoir un seul ambassadeur à l'environnement chargé de toutes les questions environnementales. D'ailleurs, on a aussi un ambassadeur au pôle c'était Ségolène Royal avant, mais elle a été remplacée par Olivier Poivre d'Arvor, qui fait un excellent travail par ailleurs. Enfin, voyez, on a une multiplicité d'ambassadeurs et de diplomates chargés des questions d'environnement qui, par ailleurs, n'ont strictement aucun moyen de travail. On n'a aucun collaborateur, on a à peine un secrétariat partagé. Donc, tout ceci fait que moi, je suis assez critique sur le principe même des ambassadeurs thématiques tel qu'il existe aujourd'hui. Je pense qu'il faut vraiment le réformer et lui donner le poids qu'il mérite pour qu'on ait une diplomatie environnementale qui ait les moyens et l'efficacité qu'elle requiert. Voilà la situation. Moi, je pense que les enjeux qui sont devant nous auraient mérité effectivement qu'on puisse porter aussi un discours fort sur les questions climat et biodiversité. Moi, j'ai beaucoup plaidé quand j'étais ambassadeur thématique pour que on ne distingue pas les deux questions. C'est que elles sont liées, elles le sont de plus en plus. Je me suis évertué à dire que les changements climatiques sont accélérés par l'érosion de la biodiversité, que l'érosion de la biodiversité est accélérée par le changement climatique, et que les deux sont liés, et que pire, et ça, mes amis du secteur climat n'appréciaient pas mon propos, mais néanmoins, il est réel, c'est que la différenciation qui a été faite il y a une vingtaine d'années entre climat et biodiversité, qui a mis en orbite les questions climatiques de manière très forte et qui a fait mettre à la traîne les questions biodiversité, a fait qu'on s'est retrouvé dans une situation où, dans bien des domaines, l'enjeu climatique a fait prendre des décisions à plusieurs niveaux qui étaient dommageables à la biodiversité. Je pense à Justement, je voulais vous demander comment se passaient vos relations avec l'ambassadeur climat. C'est-à-dire que il est de plus en plus aujourd'hui dans le discours du GIEC notamment et dans le 6e rapport, ce lien entre la biodiversité et le climat semble maintenant être fait. D'ailleurs, on peut témoigner à certains d'entre nous, pour l'avoir tenté, que l'UICN n'est pas encore tout à fait prête à faire ce lien entre climat et biodiversité. Donc, ce n'est pas seulement le fait du pouvoir, hein, ou ce n'est pas seulement le fait des ambassadeurs, mais c'est le fait des acteurs de terrain même qui craignent
de se voir privé un peu de quelque chose. Alors, vous avez été un de ceux qui, justement, pensent qu'il faut lier les deux. Comment avez-vous agi au sein du Quai d'Orsay et au niveau de la discussion internationale sur ce point? Alors, d'abord, vous avez raison de constater que les rouages qui ont été mis en place depuis des dizaines d'années font qu'on a créé des structures et des technostructures, tant du côté climat que du côté biodiversité, avec évidemment, comme d'habitude, une multitude d'acteurs et d'intérêts qui font que l'inertie, elle est très forte pour faire la jonction. Il y a aujourd'hui des multiples instances qui s'occupent de climat, de multiples instances qui s'occupent de biodiversité, des mastodontes, la Convention climat, l'UICN pour le climat, donc, et puis pour la nature, on a évidemment la COP elle-même, mais on a surtout l'UICN, qui sont des mastodontes qui s'occupent chacun respectivement et du climat et de la biodiversité. Faire en sorte que ces grosses machines se parlent. Évidemment, il y a des conforts qui se sont mis en place qui font qu'elles se craignent mutuellement. Et ça, c'est banalement humain. Mais après, il y a évidemment les États qui, eux, peuvent à un moment donné, les États et puis peut-être des acteurs qui ont peut-être une vision, qui sont ni impliqués dans un domaine ni plus dans l'autre et qui se disent non, quand même, on ne peut pas rester comme ça séparés. Donc, quand même, il faut dire, moi, j'ai constaté que le discours que je tenais sur la nécessité de faire relier les choses a été relayé à bien des égards par d'autres. Je sais pas. Je ne sais pas si j'ai perdu ça, je l'ai retrouvé. J'ai eu un appel entrant qui m'a effacé, mais donc, je suis toujours là. Donc, on a ce discours de jonction entre les enjeux climat et biodiversité monte en puissance, incontestablement. Mais c'est vrai que c'est le fait d'un... Voilà, moi j'ai constaté que c'est des États qui aujourd'hui portent ça et qu'il y a une tension vis-à-vis des structures onusiennes et peut-être aussi de structures comme l'UICN qui résistent, évidemment. Parce que, encore une fois, chacun a peur de se voir grignoter ses moyens par l'autre. Par exemple, sur les enjeux financiers, la question qui se pose pour la question de la biodiversité à la veille de la COP 15 biodiversité qui aura lieu en 2022, c'est de savoir si on va être capable pour la biodiversité de mettre les mêmes moyens financiers qu'on a mis sur le climat. Évidemment, du coup, comme beaucoup d'États sont réticents, notamment les grands bailleurs, les pays riches, et la France en fait partie, sont réticents à l'idée de remettre de l'argent neuf sur la table pour la biodiversité, alors qu'ils ont déjà beaucoup de mal à en mettre suffisamment sur le climat. Beaucoup plaident aujourd'hui pour dire, bon, écoutez, on va plutôt essayer, c'est pour ça d'ailleurs que c'est un argument en faveur de la jonction climat-biodiversité, on va plutôt essayer de faire en sorte que le climat s'occupe davantage de biodiversité. Alors, pour les plus honnêtes, c'est évidemment d'abonder le budget climat et de l'augmenter pour qu'il fasse aussi de la biodiversité. Pour les plus malhonnêtes, c'est de prendre de l'argent climat pour faire un peu de biodiversité et pas mettre de l'argent sur la biodiversité. Alors, je me souviens aux négociations d'Aichi, il était déjà proposé il y a 10 ans donc de supprimer les subventions toxiques. Et on pensait subventions toxiques, donc climat, c'est-à-dire subventions aux énergies fossiles, et subventions toxiques à la biodiversité, c'est-à-dire subventions à l'agriculture industrielle. Et cet argent récupéré au niveau des subventions pouvait permettre de faire cette jonction que vous évoquez. Alors, où en est-on aujourd'hui? Alors, évidemment, c'était une proposition qui était une proposition difficile sur le plan des États, mais est-ce que c'est une proposition qui se poursuit, dont on parlera encore aussi bien à l'UICN qu'à la COP 15, ou bien ça fait partie de l'enterrement d'Aichi? Alors, il faut distinguer l'UICN des COP, parce que l'UICN c'est d'ailleurs difficile à qualifier exactement ce que c'est. Est-ce que c'est ce qu'on appelle un organisme international en raison du fait qu'il y a 90 États qui sont membres de l'UICN, ou est-ce que c'est une ONG?
En tout état de cause, ce n'est pas une instance onusienne. Il faut enlever ça parce que j'entends là, ici ou là, dans des commentaires qu'on dit que c'est le congrès de la nature, que c'est un sommet de la nature, comme sous-entendu que c'est un sommet onusien. Non, ça n'aura. Les décisions prises au congrès de l'UICN ne seront absolument pas engageantes et contraignantes comme peuvent l'être une convention internationale sur laquelle on se serait mis d'accord. Par contre, le congrès de l'UICN est un moment maintenant classique, qui a lieu tous les 4 ans, qui quand même structure fortement ce qu'on peut mettre en place en termes de protection de la biodiversité. Il y a comme une influence très forte des décisions de l'UICN, mais ce n'est pas une structure onusienne. Par contre, on a les COP. Et les COP, elles sont évidemment, les conventions onusiennes ont vocation à justement être beaucoup plus contraignantes à l'égard des États parce que c'est plus juridiquement, évidemment, installé. Voilà. Donc, de ce point de vue-là, évidemment, les décisions financières fortes se prendront dans les COP, pas au congrès de l'UICN. À l'UICN, il y aura juste des engagements, mais il n'y aura pas de décision. Alors, donc, à la COP, il y a 2 COP importantes. Il y a la COP 26 climat à Glasgow en novembre, puis il y a la COP biodiversité en 2022. Ce sont 2 endroits où on pourra parler finances biodiversité en réalité. Parce que à la COP 26, et ça, c'est intéressant quand je vous dis que la conjonction climat-biodiversité, elle est opérée par des États, c'est que on a une chance, c'est que la COP26 est accueillie par la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, elle a à sa tête un homme qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qui s'appelle Boris Johnson, mais qui a cet avantage, c'est d'être très intéressé par les questions de biodiversité et il aurait presque dû accueillir la COP biodiversité, j'allais dire. Mais en tout cas, voilà, donc il peut prendre l'air, mais en tout cas là, il a dit clairement et du coup, la Grande-Bretagne a multiplié. J'ai participé à plusieurs reprises à des initiatives qu'ils ont pu prendre pour mobiliser d'autres États et moi, j'ai fait en sorte que la France soit à leur côté là-dessus pour que la COP climat adopte un certain nombre de mesures nouvelles qui, grosso modo, se met sous l'égide solutions fondées sur la nature. C'est ce qu'on appelle les SFN, les solutions fondées sur la nature. C'est-à-dire que la Grande-Bretagne pousse beaucoup pour que, parmi le panel de solutions à la lutte contre le changement climatique, la biodiversité, la protection de la biodiversité apparaisse comme une solution majeure. Et ça, c'est vraiment une nouveauté dans l'esprit, on va dire, de la COP climat et de ceux qui se préoccupent de climat, c'est d'intégrer dans leur logiciel de pensée que la biodiversité est un allié et non pas un empêcheur de tourner en rond ou de lutter contre le changement climatique. Au contraire. Et ça va jusqu'à la question financière. C'est-à-dire qu'à un moment donné, justement, va se poser, moi j'ai beaucoup plaidé, je peux le dire ouvertement, j'ai beaucoup plaidé, non pas pour un fonds nouveau pour la biodiversité, mais pour que le fonds climat, le fonds vert, devienne un fonds climat et biodiversité. Donc un vrai fonds vert, en fait, un fonds vert global, c'est-à-dire qu'on s'occuperait à la fois de climat et de biodiversité dans ce fonds vert, et que bien sûr ce fonds ne se réduise pas, ne soit du coup augmenté, parce que si ces 2 COP qui deviennent le sujet, elle ne doit plus rester à 100 milliards comme objectif, elle doit augmenter de 150 à 200 milliards. Il faut avoir cette ambition. Alors, évidemment, on dit, ah oui, mais on a déjà du mal à faire les 100 milliards. OK, mais là, tout s'accélère. Donc, le changement climatique s'accélère, les dégâts s'accélèrent. On voit tant sur le côté biodive que sur le côté climat que les coûts de l'inaction deviennent justement absolument faramineux. Et donc, moi, je plaide pour que justement l'Union européenne, et la France va présider l'Union européenne, change de logiciel et arrête la frilosité financière et ose annoncer que maintenant, il faut vraiment débloquer les moyens financiers pour faire en sorte que climat et biodiversité, ensemble, avancent sur les grands enjeux de la décennie. Parce que voilà, tous les scientifiques disent on a le temps, mais bon, pas tant que ça non plus. Maintenant, il reste une dizaine d'années pour vraiment faire les choses. Vous avez évoqué donc Glasgow, on voit qu'elle va être un peu l'enjeu. La COP 15, qui devait avoir lieu en Chine cette année à cause de la Covid, est repoussée. Résultat, c'est vrai que le congrès mondial de l'UICN prend une importance subitement plus grande, c'est-à-dire que effectivement, en l'absence d'une présence onusienne, on confère au congrès mondial, comme vous l'avez évoqué, des objectifs qui ne sont pas les siens.
Et finalement, la Chine en profite un peu pour prendre du recul. Comment vous envisagez justement la COP 15, hein? Est-ce qu'à votre avis, enfin, je pense que, mais peut-être allez-vous contredire quand même, que la COP, enfin que la rencontre UICN finalement arrange bien la Chine pour voir un peu comment les choses se positionnent pour établir ces rapports de force en 2022. Oui, alors peut-être plusieurs choses. La première, c'est qu'effectivement, quand j'étais en poste, je sais que la Chine voyait avec prudence la concomitance trop forte dans le temps entre le congrès de l'UICN et la COP. Elle avait peur que le congrès de la nature, en plus qui a lieu en France, qui était quand même on se parle poliment avec la Chine, hein, c'est pas toujours facile, mais on se parle poliment et il ne nous prêtait pas d'intention de vampirisation de l'intérêt biodiversité avec l'accueil du congrès de l'UICN en concurrence avec la COP qui a lieu en Chine, mais quand même, il nous soupçonnait de vouloir un peu tirer la couverture à nous. Et donc, je pense que le décalage en 2022 s'explique aussi comme ça, c'est-à-dire qu'il y a une volonté de séparer beaucoup plus fortement le congrès de l'UICN de la COP22 pour que chaque événement ait sa propre vie et qu'il n'y ait pas le sentiment qu'il y en a un qui vampirise l'autre ou que l'un serait le donneur d'ordre de l'autre. C'est-à-dire qu'il y a eu à un moment donné ce discours de dire le congrès de l'UICN prépare la COP22, voire ceux qui sont les plus orgueilleux à l'UICN, le congrès de l'UICN va dire à la COP22 ce qu'elle doit faire. Il ne faut pas exagérer non plus. Donc évidemment qu'il y a eu un intérêt. Je dois avouer aussi, encore une fois, parole libre, c'est que j'ai noté, je pense que tant au Quai d'Orsay qu'à l'Élysée, ils sont pessimistes sur la COP22. Ils pensent qu'il n'en sortira pas grand-chose. Alors, ont-ils raison d'être pessimistes ou pas? On peut être pragmatique et se dire qu'on ne sent pas du côté chinois une volonté très forte de faire en sorte que la COP22 soit une réussite. La COP15, pardon, la COP15 en 2022 soit une réussite. Ça, on peut se dire que les Chinois ne sont pas sur cette longueur d'onde-là. En tout cas, ils ne sont pas sur la même façon de penser qu'a été, par exemple, la France avec la COP climat, la COP 21, la COP les accords de Paris, où la France, accueillant la COP, a voulu qu'on soit vraiment dans un rendez-vous très fort, avec des décisions très fortes. On sent la Chine plutôt dans une volonté de compromis acceptable. C'est un peu comme ça qu'ils se présentent. Ils ne se présentent pas comme les meilleurs défenseurs de la biodiversité. Ils se présentent comme ceux qui vont faire en sorte que ceux qui veulent un accord nul, comme par exemple les Brésiliens, qui ne veulent absolument rien mettre dans cet accord, et ceux qui veulent mettre beaucoup de choses, notamment les Européens, que grosso modo, la Chine se voit comme celui qui va dire, voilà, le point médian de ce sur quoi on peut s'entendre, c'est ça. Voilà. Donc, c'est vrai que ça ne fait pas envie. L'enjeu va être malgré tout les océans quand même. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, je ne suis pas du tout sûr que ce soit forcément ça l'enjeu. Je sais que la Chine va beaucoup jouer sur le fil de ce que les pays en voie de développement demandent aux pays riches. La Chine ne se positionnant toujours pas sur le plan international entre ce qu'on peut appeler les pays riches et les pays en voie de développement. Elle est confortablement installée entre les deux, ce qui n'est pas très honnête parce que c'est objectivement un pays riche. Mais elle va jouer cette partition de faire l'intermédiaire entre les pays riches et les pays en voie de développement et donc porter beaucoup son attention, je le sais, puisqu'elle l'a déjà souvent dit dans des réunions bilatérales ou dans des réunions multilatérales qu'on a pu avoir avec eux de préparation de la COP, qu'ils attendent, ils poussent les pays riches à faire des annonces financières, à dire voilà, on va augmenter la contribution et la COP 22 aboutirait, enfin la Chine souhaite ça, doit aboutir à ce que les pays riches mettent sur la table de l'argent sans quoi il n'y aura pas d'accord ambitieux et que les pays en voie de développement ne s'engageront pas sur des objectifs tels qu'ils sont décrits dans les textes qui sont en discussion, ne s'engageront pas s'il n'y a pas évidemment un volet financier qui leur permettra d'espérer pouvoir faire les choses. Donc moi, je pense que la COP biodiversité de 2022, la COP 15, sera très fortement axée ou tendue, en tout cas, entre pays riches et pays en voie de développement, comme souvent d'ailleurs, sur les enjeux financiers. Et d'ailleurs,
moi, je pense que justement, c'est pour ça que je vous ai parlé des finances tout à l'heure, je pense que c'est un grand deal qu'il va falloir poser sur la table parce que les pays riches n'en font pas assez. Hein. Objectivement, on ne met pas assez d'argent sur la table. On dit qu'on n'en a pas, mais bon, je ne reviendrai pas sur ce qu'on a réussi à faire avec les plans de relance post-Covid. Voilà, on peut. Euh, euh, mais dans le même temps, il faut aussi oser dire quelque chose qui n'est pas facile et pas habituel à dire, c'est que les pays en voie de développement ne sont pas non plus au rendez-vous. On les présente toujours comme les victimes, les pays riches sont les responsables des grandes dégradations de la planète et les pays en voie de développement sont les victimes. Elles ne le sont plus en grande partie et je pense que les efforts doivent être partagés. C'est-à-dire que le grand deal auquel moi que j'ai défendu à plusieurs reprises dans les réunions, c'est de dire, OK, le deal, c'est les pays riches s'engagent à augmenter leur ambition financière, mais à condition que les pays en voie de développement s'engagent aussi à augmenter leur ambition en termes d'action concrète pour la protection de la nature et des espaces naturels. S'il n'y a pas ce double engagement, il ne peut pas y avoir unilatéralement un engagement financier des pays riches et pas d'engagement de la part des pays en voie de développement. Alors, on avait senti, la Convention sur la biodiversité a toujours pris du retard par rapport à la Convention climat de ce fait. Hein. C'est-à-dire que les pays en développement étaient très réticents à un certain nombre de règles qui avaient été mises en place par la Convention biodiversité. Mais donc maintenant c'est fait, on a l'impression que les choses ont avancé. Alors, est-ce une impression ou pas? Justement, vous avez l'air de dire que les pays en développement traînent encore des pieds. On avait avancé sur un certain nombre de dossiers qui étaient des dossiers chauds. Encore une fois, à Nagoya, il y a 10 ans, notamment, on avait enfin réussi sur l'APA. On avait quand même mis en place l'IGPBES qui prenait un petit peu en compte à la fois les intérêts des pays pauvres et des pays riches. Où en est-on aujourd'hui? Est-ce qu'on a reculé sur ces dossiers ou bien est-ce qu'on n'avance pas ou bien comment ça se passe? Sur ce dossier-là, il y a eu beaucoup d'attentes, effectivement, à Nagoya, beaucoup d'espoir que l'APA soit une solution innovante de financement de la lutte, de la protection de la biodiversité avec le partage des bénéfices issus des brevets. De ce que j'en ai vu, ça reste une demande très forte d'un certain nombre de pays en voie de développement. Les pays développés, alors, ne me demandez pas si je suis d'accord ou pas avec ça. Je pense qu'il faut regarder ça avec objectivité. Les pays développés, qui, évidemment, pour beaucoup d'entre eux, sont aussi les hébergeants des grandes entreprises qui bénéficient, évidemment, de l'exploitation des ressources naturelles et des brevets. Mais néanmoins, eux prétendent que les premières expériences qui ont été menées de partage des brevets n'apportent pas autant de revenus aux pays en voie de développement que ce qui était attendu. Et que c'est même relativement faible, puisque les pays en voie de développement qui ont pu bénéficier de ce dispositif constatent que voilà, il n'y a pas forcément énormément d'argent qui retombe. Et donc, le dispositif est aujourd'hui pas remis en cause, mais questionné sur son efficacité financière, en tout cas. Voilà. Donc, je sais que la discussion, c'est dans les discussions de la COP 15, dans les trucs, mais ça n'est pas, je l'ai constaté, ça n'est pas aujourd'hui ni un point de blocage, ni un sujet de grosse tension. Voilà. Il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de regardons objectivement si c'est efficace. Si on n'a pas plutôt mis en place une usine à gaz qui ne rapporte pas forcément grand-chose, et regardons, et si ça ne marche pas, et s'il faut corriger des dispositions techniques pour que ça marche mieux, faisons-le, mais sinon, concentrons-nous sur autre chose. J'ai un peu ce sentiment-là. Très bien. Alors, venons-en maintenant donc aussi aux annonces qui ont été faites. On vient de voir un certain nombre de relations internationales là, à travers ce que vous venez d'évoquer. Voyons maintenant ce qui a été proposé par le chef de l'État quand en janvier, il y a eu le One Summit. On a mis en place
les coalitions. Donc, sur la Méditerranée, il y en a une qui nous intéresse particulièrement puisque normalement, la coalition Méditerranée devrait avoir lieu en septembre. Donc, je suppose que dans la préparation du Congrès mondial de l'UICN, vous avez dû aborder ces questions. Où en est-on aujourd'hui? Est-ce que vous y croyez? Pour avoir travaillé un peu avec les gens du Plan Bleu, ils y mettent énormément de force, mais ils ont aussi beaucoup de doutes. Et quand on voit la rive sud actuellement, c'est pas évident du tout de penser que cette coalition va pouvoir voir le jour au mois de septembre. Donc, quel est votre avis? Alors, mon avis, d'abord, de manière générale, je pense que il faut admettre que les processus internationaux onusiens qui visent à ce que 195 pays se mettent d'accord sont des processus dont, par nature, l'aboutissement est toujours extrêmement frustrant et extrêmement décevant. Parce que voilà, compromis à 194, ça n'aboutit pas à quelque chose de très fort, forcément, puisque c'est toujours le moins disant qui finit par, pour l'avoir dans le bateau, il finit par emporter le morceau sur des choses qui sont atténuantes, des propos atténués ou des engagements atténués. Alors, dès lors, c'est néanmoins absolument indispensable de réussir à rester sur un bateau commun, sur des minimums d'engagement et de convention, sinon, voilà, tout le monde part dans tous les sens. Donc, mais la contrepartie, comment dire, pour continuer d'avancer et ne pas simplement espérer que tout passe par des conventions internationales qui voilà, encore une fois, sont souvent décevantes, il faut évidemment construire des coalitions plus resserrées, et donc pas sous une égide onusienne. Donc, l'objectif des coalitions resserrées, il y en a de multiples et elles sont, il faut les regarder une par une, il n'y a pas de généralité à faire là-dessus, mais le principe même des coalitions resserrées, elle a pour objectif de passer plus rapidement à l'action. C'est-à-dire, on se resserre en termes de nombre et on se resserre aussi en termes de thématiques couvertes. Et donc, c'était tout l'objet du plan Méditerranée qui avait été proposé. Et alors, la difficulté, évidemment, quand on fait ce genre de choses, c'est que on doit trouver des alliés tout aussi motivés que nous. En l'occurrence, sur le plan d'action méditerranéen, on a effectivement quelques alliés européens avec nous sur ce plan méditerranéen qui sont aussi ambitieux que nous. Et tout l'enjeu est effectivement d'avoir avec nous un certain nombre de pays de la rive sud. Et là, c'est évidemment plus compliqué. Mais en tout cas, sur le principe, c'est certain qu'on avancera davantage sous cet angle-là qu'avec un autre dispositif. Reste quand même parce que je sais que ce plan d'action, comme d'habitude, quand on fait des plans d'action de ce type-là, sont difficiles à négocier puisqu'il y a beaucoup d'acteurs, c'est que certains des points dans ce plan d'action aboutiront, d'autres peut-être moins. Et donc, il faudra qu'on priorise rapidement sur ce qui peut marcher pour ne pas se perdre dans des choses qui vont nous prendre beaucoup de temps et qui ne vont pas marcher. Donc, qu'est-ce que vous pensez qui va marcher, justement, qui peut marcher? Moi, je pense que ce qui peut marcher, c'est quelque chose qu'on a d'ailleurs aussi fait et réalisé à un niveau qui était aussi un niveau méditerranéen, qui était au niveau de la COP de Barcelone, la Convention de Barcelone qui regroupe tous les États méditerranéens, c'est d'aboutir à ce que la Méditerranée soit considérée comme une zone à faible émission de dioxyde de soufre. C'est la zone SECAMED. Donc ça, c'est une décision qui doit être prise à l'OMI. Ça fait partie du plan d'action. Je crois que c'est assez mûr pour qu'on aboutisse. Ça, je pense qu'on peut y arriver. Alors, c'est pas forcément très évident de voir quel est le lien avec la biodiversité, mais enfin là on n'est plus sur des questions de protection de la nature, mais surtout ça nous met dans un état d'esprit de dire qu'on met la Méditerranée dans un chemin qui est un chemin d'une zone particulière et vulnérable. Pour le moment, c'est pas encore tout à fait considéré par l'ensemble des pays du pourtour méditerranéen, et en
voilà, symboliquement, le fait de dire on en fait une zone SECAMED, c'est déjà un premier pas pour faire en sorte que la Méditerranée soit enfin considérée comme une zone particulière et fragile qui mérite des dispositions différentes du reste de la planète et des autres espaces marins. Donc là-dessus, on peut aboutir. Après, il y a des mesures un peu plus ponctuelles, mais moi, je ne méprise jamais les mesures ponctuelles. Il y a notamment, par exemple, la question d'électrification des ports. Là encore, c'est une réduction de pollution assez importante qui peut être menée, d'électrifier les ports pour que les grands bateaux qui stationnent dans les ports cessent d'émettre des polluants, puisque quand ils sont dans des ports pour produire de l'électricité, ils font tourner leur moteur et c'est évidemment très, très, très nocif pour la pollution des ports. Donc, plus d'action sur les transports que sur la pêche, par exemple. Ah, sur la pêche, c'est vraiment le problème. Ça, je dois dire qu'on a beaucoup de mal à avancer sur la pêche. Beaucoup de réticences, évidemment, de la part des États à serrer un peu la bride de leurs industries de pêche. Mais la France aussi. La France n'est pas exemplaire de ce point de vue-là. On a des problématiques de surpêche sur toutes nos côtes, et la France et les flottes de pêche françaises sont très difficiles à convaincre aussi. Donc, c'est vrai sur la Méditerranée, c'est tout à fait vrai aussi sur toutes les autres côtes, notamment je pense à la côte atlantique. Moi, j'ai essayé de mener un travail assez important sur la question des dauphins et des échouages de dauphins. Très compliqué. C'est très compliqué de faire entendre raison. Alors, il y a évidemment des pêcheurs qui sont prêts à jouer le jeu, mais la plupart, non. Donc, de ce point de vue-là, les différents ministères, le ministère de la Mer n'est pas très disposé à écouter. Bon. Enfin, sur la Méditerranée, c'est quand même une des zones où on n'a aucune déclaration concernant les volumes de pêche. Donc, au moins obtenir ces déclarations que font toutes les autres régions. Oui, non, mais c'est sûr que je vous dis, on a là sur la question de la pêche en Méditerranée, il y a eu des avancées, puisqu'il y a eu des zones quand même qui ont été un petit peu exonérées. Puis il y a eu des constats aussi sur le thon où les choses allaient mieux. Mais en réalité, de ce que moi j'avais vu à l'époque, c'est que la situation du thon méditerranéen s'était améliorée essentiellement parce qu'il y a eu des conflits en Libye et que les flottes de pêche libyennes avaient cessé de pêcher. Donc, évidemment, mais ça, c'est conjoncturel. Donc, ce dont on a besoin, c'est des décisions structurelles. Et ça, pour le moment, je les vois malheureusement pas venir. Alors, reste, avant qu'on laisse la parole donc, aux journalistes qui auront envie de poser des questions, et puis peut-être à vous pour évoquer quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur, il y avait une question qui était une question un peu personnelle. On évoquait beaucoup les ciseaux génétiques, enfin le forçage génétique, qui est considéré aujourd'hui comme quelque chose qui peut porter ses fruits, donc notamment au niveau de la santé et des maladies rares. Et on avait à un moment donné imaginé qu'on allait pouvoir utiliser ce forçage génétique à des fins de protection de la nature. Or, voilà que depuis hier, maintenant, ça y est, c'est quelque chose qui se connaît davantage. L'UICN a pris position très nettement, enfin, l'UICN France a pris position très nettement contre ce forçage génétique, en estimant que les solutions biologiques ne seraient pas celles qui permettront de protéger la nature. Et donc, on se retrouve donc avec un vrai conflit au sein de l'UICN sur ce thème, et c'est intéressant. Alors, est-ce que vous pouvez l'évoquer un petit peu? Quand on en avait parlé ensemble, vous m'aviez dit que finalement c'était une vieille querelle entre anglo-saxons et européens, dans la mesure où c'est vrai que depuis toujours aux États-Unis, par exemple, le vivant s'achète, se vend, enfin, il n'y a pas la même relation éthique au vivant que nous avons nous. Donc, est-ce qu'on peut évoquer un peu ce dossier? Oui, en gros, ce que je vous disais, c'est qu'effectivement, quand on aborde la question, alors je dois dire objectivement que je ne l'ai pas vu passer dans les discussions
ni de la COP, ni de l'UICN, sauf qu'effectivement, il y a une motion qui l'évoque au congrès de l'UICN. C'est le seul point sur lequel on est revenu dessus. Mais ce que je sais, c'est que, en tout cas, sur le volet agricole, dans les discussions internationales, on a une divergence de vue assez forte entre effectivement j'allais dire, c'est pas seulement anglo-saxon francophone, c'est aussi un peu États-Unis et Amérique du Nord versus Union européenne. C'est un peu, ça va au-delà sur effectivement une vraie défiance du côté européen sur l'utilisation de la génétique à tout va et dans tous les sens, encore une fois, en faisant le distinguo entre ce qu'elle peut apporter dans le domaine médical, et ça c'est incontestable, et puis ce qui peut en être fait à des fins purement commerciales dans le domaine agricole, ou pire demain, comme effectivement c'est évoqué, heureusement pas encore pratiqué, dans le domaine de la biodiversité. Donc là, nous, on est très, très au clair là-dessus. On a pris des décisions réglementaires sur le fait qu'on réglementait très fortement l'utilisation de la génétique dans le domaine agricole et dans tout autre domaine que le domaine médical. Mais c'est vrai qu'il y a une différence. C'est Carthagène qui nous protège. Oui, mais c'est pas du tout un acquis dans le monde entier. Aujourd'hui, on fait des choses qui sont de l'ordre des apprentis sorciers sur les questions génétiques, principalement dans le domaine à visée alimentaire. Mais voilà, aucun dispositif aujourd'hui réellement sérieux ne nous permet d'éviter ou d'empêcher qu'on glisse totalement dans la folie sur un certain nombre d'applications qui font froid dans le dos. Donc voilà. Alors, quel était donc l'UICN voulait utiliser ces technologies pour lutter contre les envahissantes. Est-ce que moi, je trouve ça dangereux. Je partage le point de vue du comité français de l'UICN qui s'y oppose et qui le dit clairement, parce qu'encore une fois, ce sont des technologies dont on peut penser qu'elles sont peut-être efficaces effectivement pour éradiquer une espèce envahissante, mais enfin, on ne sait pas tout sur ce que la nature est capable de faire pour se retourner et s'adapter. Et en réel, moi, je suis vraiment, alors là, pour notre vieux bon principe de précaution, mais là, vraiment, j'ai les plus grandes prudences et les plus grandes méfiances sur l'utilisation de cette technique pour les espèces envahissantes. Donc, le comité français a pris position et moi, je partage son point de vue. Très bien. Alors, juste un point qu'on a oublié d'évoquer, on a quand même, en catimini, pendant l'été, transmis votre bâton de maréchal à une jeune femme. Comment allez-vous, vous êtes-vous rencontrés? Allez-vous vous transférer vos dossiers? Comment va fonctionner un peu ce passage de témoin? Alors, je dois dire que je ne ferai pas comme mon prédécesseur qui ne m'a pas répondu quand j'avais demandé quelques informations quant à ma mission, parce que ça, c'est le Quai d'Orsay, dans sa grande sympathie, qui m'a accueilli les bras ouverts, comme je vous l'ai dit. Par contre, là, moi, effectivement, elle m'a contacté pour me demander, évidemment, un passage de relais. Dites-nous un peu de qui il s'agit. Alors, c'est Sylvie Lemay qui a été nommée. Je ne la connais pas. On va se voir notamment à l'occasion du congrès de l'UICN. Évidemment, je vais lui transmettre les dossiers. Je ne ferai pas mauvaise pratique à son égard. Je peux plutôt l'aider. Elle est issue du Quai d'Orsay. Elle est issue de Bercy. C'est un haut fonctionnaire de Bercy. Je ne lui connais pas de pédigré dans le domaine de la biodiversité. Mais c'était le cas de plusieurs de prédécesseurs sur ces postes-là. Ce pas forcément des gens qui sont sur la thématique et elle n'est pas non plus diplomate. Donc voilà, je pense que ça ne va pas forcément être facile pour elle, mais je vais essayer de l'aider au mieux que je peux dans l'émission, notamment pour le congrès de l'UICN où un certain nombre de motions
vont être débattues et la France devra voter pour les motions. J'espère que mon départ ne va pas changer les positions que j'avais moi-même arbitrées sur ces Alors, motions. dites-nous en 2 mots les gros enjeux. Sur le congrès de l'UICN, oui, alors sur les motions, il y en a énormément. Alors, je ne sais pas si je peux résumer sur les gros enjeux. Nous, au niveau français, on avait porté une motion sur la déforestation importée. Donc ça nous paraît important de marquer le terrain là-dessus parce qu'il n'y a pas encore de consensus, notamment au niveau européen, pour aller sur une réglementation forte pour arriver à terme et rapidement, le plus rapidement serait le mieux. Donc la question du calendrier est extrêmement importante, c'est de cesser toute importation dans l'Union européenne qui participerait de la déforestation en zone tropicale. Donc ça vise évidemment un certain nombre, ce qu'on appelle de commodités, de produits, le soja, l'huile de palme, le café, le cacao. Donc ça, c'est un engagement très fort de la France et j'ai beaucoup travaillé là-dessus pour qu'au niveau français, déjà, on mette en place des dispositions pour éviter ce genre d'importation et que, évidemment, le plus efficace, c'est que ça existe au niveau européen. Donc, on a cette motion déforestation importée qui est très importante. On pense qu'elle sera adoptée normalement. Il ne peut pas y avoir de problème. Encore une fois, le congrès de l'UICN n'est pas une instance opérationnelle et exécutive. Ce n'est pas pour autant que ça va se faire, mais enfin, bon, ça sera un plaidoyer très fort. La loi est prise. La loi française est prise. Oui, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas parce que les 90 États présents à l'UICN, plus les 1500 ONG présentes adopteront cette motion, que pour autant, on va stopper l'importation de produits qui participent à la déforestation. Voilà, ça, c'est malheureusement pas aussi automatique que ça. Mais quand même, ça mettra un peu un coup de pression sur l'Union européenne pour qu'on accélère le processus en cours. Hein. Je ne vais pas noircir le tableau. L'Union européenne est plutôt partie dans la direction de mettre un frein à ces importations qui ne seraient pas propres. Mais voilà, c'est bien de le redire. Et puis, évidemment, il y aura des discussions sur, comme je l'ai dit tout à l'heure, la nécessité de débloquer des fonds financiers à l'échelle internationale pour agir sur la biodiversité à un échelon beaucoup plus important, avec le fameux objectif très porté à le congrès de l'UICN, très porté au niveau international, de protéger 30% de la planète, tant au niveau des mers qu'au niveau des terres. Et sur ce point-là, qui est aussi une grande discussion et un grand sujet, il faudra qu'on veille à ne pas trop s'abriter rapidement sur on va dire un chapeau simple qui est de dire on va protéger 30% de la planète terre et mer d'ici 2030, parce que derrière, le diable est dans les détails. Il va falloir dire combien ça coûte, notamment dans les pays en voie de développement, pour que les aires protégées ne soient pas des aires, comme on dit, de papier, c'est-à-dire des aires qui ne sont pas du tout protégées dans les faits, et comment on passe aussi dans ces 30% à des protections qui ne soient pas toutes des protections un peu légères, mais qu'on ait des protections plus fortes dans certains endroits, notamment où la biodiversité est la plus en danger. Et donc, on va être sur la question très délicate avec en même temps protection des pêcheurs artisanaux, enfin avec aussi protection. Il n'y a pas seulement les ressources, mais il y a aussi les hommes. Oui, mais néanmoins, quand on parle de protection forte sur les aires protégées, ça implique quand même, pour être tout à fait honnête, une forte limitation des activités humaines. Alors effectivement, doit être regardé ce qu'on appelle activités humaines compatibles. Et les activités humaines compatibles dans les zones de protection forte, c'est certainement pas la pêche industrielle. Ça, c'est clair sur les aires marines. Voilà. Donc, mais je dis ça alors que ce n'est pas du tout évident pour un certain nombre d'États qui essayent de faire croire qu'on peut faire de la protection forte en autorisant toujours encore des pêches industrielles. Non, c'est des pêches artisanales, point barre. Et sur les terrestres, c'est pareil. Les activités humaines acceptables dans des zones de protection forte, ça n'implique pas, évidemment, des cultures céréalières, par exemple. Voilà, c'est des choses, enfin, non bio en tout cas. Ok. Alors, est-ce que, avant qu'on passe aux questions, vous avez encore quelque chose peut-être que vous vouliez évoquer que nous n'avons pas vu? Non, je crois que j'ai balayé les points que vous m'aviez donnés, donc je crois, voilà, à votre disposition.
Donc, on va essayer de voir. Alors, je ne sais pas si vous voyez les questions ou pas. Moi, je ne vois strictement rien. Donc, ce que je vais demander, c'est que les journalistes qui ont des questions à poser prennent la parole directement, éventuellement lèvent la main, mais je n'ai pas un dispositif qui me permet de leur donner la parole. Donc, prenez la parole et on verra comment les choses se passent. C'est à vous. Bonjour, Hélène Hutto, la Gazette des communes. J'avais une question, pardonnez-moi si vous avez déjà répondu parce que j'ai eu quelques interruptions. Je voulais savoir ce que vous pensez par rapport à votre éviction. Vous avez dit que vous n'avez pas eu d'explication, mais pensez-vous pas que ça peut être lié au fait que la France sera prochainement présidente de l'Union européenne avec les enjeux environnementaux que vous défendez et que peut-être sont un peu gênants pour l'Élysée? C'est une question. Mais, Yann, à vous. moi, je dois dire que j'ai évidemment, dans les 2 années et demie que j'ai passées à plusieurs reprises dans des cercles fermés, non ouverts au public et ni à enfin vraiment en interministériel à plusieurs reprises, j'ai effectivement fait part parfois de divergences, notamment quand j'étais face au ministère de l'Agriculture, qui est classiquement le ministère qui met le plus de réticence à toute ambition environnementale, même si bon, il faut se comparer avec ce qui peut être fait dans d'autres pays. On dit des choses sur l'agriculture quand même qui vont dans le bon sens, mais bon, quand même, il m'est arrivé de dire des choses assez fortes ou vis-à-vis de Bercy qui freine toujours des cas de fer pour tout engagement financier. Mais je dois quand même dire, alors si c'était le cas, ce serait dommage, mais je dois quand même dire que je n'ai jamais, pendant ces 2 années et demie, fait part de ces différences d'appréciation de manière publique. Donc, j'ai toujours été très loyal vis-à-vis de ce qu'on appelle le devoir de réserve des hauts fonctionnaires quant à leur opinion personnelle. Donc, j'ai toujours défendu la position interministérielle qui avait été actée, que j'ai évidemment arbitrée, mais avec toujours derrière la possibilité pour un ministre ou pour l'Élysée d'y revenir s'il le souhaitait, ce qui n'a jamais été le cas. Donc, voilà, peut-être qu'effectivement, à un moment donné, on s'est dit que c'était une divergence de vue qui allait trop loin et donc on m'a demandé de partir pour cette raison. Mais encore une fois, ce qui me pose problème, c'est pas tant que ce serait ça la raison, c'est que j'aurais voulu qu'on me le dise. C'est-à-dire que je suis un grand garçon et que on peut m'appeler, me parler et me dire voilà, on n'est plus d'accord sur le fond sur ce point-là, donc on va arrêter on va arrêter la mission qui vous a été confiée. Mais on ne m'a donné aucune explication, encore une fois. Donc je ne peux pas répondre à votre question. Merci. Autre question? Parmi les intervenants, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser encore une question? Bonjour, Yvan Logvenov chez Agrapresse. Merci pour l'organisation de cet événement. J'avais une question concernant la Grande Muraille Verte en Afrique, parce qu'on vient d'avoir un brief avec l'Élysée qui nous a dit que le président Emmanuel Macron allait en reparler de nouveau en ouverture de l'UCN. Je voulais déjà avoir un peu peut-être votre explication. Pourquoi est-ce que c'est ça qui est devenu un peu le fer de lance de l'agroécologie pour le président, et qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui en attendre, sachant que c'est un projet qui est déjà décrié, qui est déjà en place de longue date. Enfin, voilà, quelle place ça a cette grande muraille verte dans le projet présidentiel et pour la biodiversité au niveau mondial en général? Merci. Merci de me poser la question parce que ça fait partie des points sur lesquels j'avais quelques divergences avec justement l'interministériel. C'est qu'effectivement, le projet a été porté, présenté comme étant un projet à relancer. Pour ceux qui ne le connaissent pas, mais je ne sais pas si c'est nécessaire de le développer, la Grande Muraille Verte est un projet qui existe depuis plus d'une dizaine d'années. Il n'est pas né à l'occasion du One Planet Summit. One Planet Summit a été l'occasion de le relancer. Donc, c'est un projet qui vise de manière, on va dire, si on le simplifiait, à faire en sorte qu'au sud du Sahel,
au sud du Sahara, dans la zone sahélienne, à la frontière entre le Sahara et les zones qui sont moins désertiques, de freiner l'avancée du désert avec une ceinture verte de plusieurs milliers de kilomètres d'est en ouest. Ce projet a très objectivement, vous dites qu'il était décrié, et à juste titre, a été largement, bénéficie de pas mal de financements, notamment français, pendant des années, et n'a abouti quasiment à rien. C'est-à-dire qu'il n'y a presque pas du tout d'arbres ou de haies ou de plantations qui se sont développées. On a essentiellement financé des frais de structure, de voyages, de colloques, qui, voilà, encore une fois, justifiait une forte critique. Le président de la République a souhaité, enfin, après, c'est aussi des discussions avec beaucoup d'autres acteurs, mais a souhaité que ce projet soit relancé. On lui a proposé ça, il l'a validé. Moi, j'ai donné un avis réservé parce que précisément, je ne voyais pas en quoi exactement ce projet allait vraiment être relancé de manière plus forte, simplement parce qu'on le mettait au One Planet Summit. 14 milliards ont été annoncés. Encore une fois, moi je trouve que les garanties ne sont pas tout à fait posées aujourd'hui pour que les milliards posés sur la table permettent d'espérer qu'on passe à une vitesse supérieure et qu'on arrive au concret par rapport à cette affaire-là. Moi, je dis aussi simplement que 14 milliards, c'est une somme colossale et que les besoins, si on devait les prioriser sur la biodiversité dans le monde, et peut-être d'autres endroits qui étaient peut-être plus urgents à sauver. Je pense à un certain nombre de forêts tropicales qui sont dans un très, très mauvais état. Et voilà, je trouve que c'est beaucoup d'argent dépensé pour quelque chose qui n'a pas marché jusqu'à présent et dont je n'ai pas saisi très fortement l'intérêt pour la biodiversité. Donc, je pense que c'est un projet d'agriculture plus qu'un projet de biodiversité. Je ne sais pas si c'est un projet agroécologique. Je pense que on est vraiment plutôt sur quelque chose qui est de l'ordre agricole pour développer une agriculture, je ne sais pas de quelle nature, sur le sud sahélien, sur la ceinture sahélienne. Voilà, donc simplement, moi, je ne suis pas contre qu'on fasse un projet d'agriculture, d'aide à l'agriculture sur les pays sahéliens, mais ça m'a embêté qu'on le mette sous l'égide de la biodiversité. Je ne crois pas au caractère pro-biodiversité de ce projet. Agriculture ou frontières? Alors, par ailleurs, il y a des enjeux géostratégiques de sécurité, bien évidemment, puisque vous le savez, on est dans une zone extrêmement fragile du point de vue des groupuscules islamistes qui sont évidemment par ailleurs largement alimentés par la pauvreté, par des populations qui ont du mal à survivre et qu'il faut évidemment aider pour qu'il y ait un minimum de subsistance et de capacité à se détourner parce que la pauvreté serait trop grande. Donc, on sait que la pauvreté est le grand allié des terroristes. Et donc, évidemment, il peut y avoir cette dimension-là. Et celle-là, pour le coup, si on le présente comme ça, moi, je n'ai rien à redire. Évidemment qu'il faut lutter contre la pauvreté, permettre à des populations qui ont peut-être aujourd'hui du mal à vivre de leur culture à pouvoir mieux en vivre, ne serait-ce que se nourrir, mais éventuellement aussi vendre de manière plus confortable les productions qu'ils font. Tout ça, encore une fois, ça, je ne conteste pas. Lutte contre la pauvreté, développement d'une agriculture vivrière, voire d'une agriculture à l'exportation, à condition qu'elle ne soit pas, évidemment, la porte ouverte à des agro-industries qui vont déverser des pesticides et des OGM sur ces territoires-là. Moi, ça ne me pose pas de problème. Mais de le présenter comme un projet de biodiversité, c'est là où moi, j'ai émis mes réserves. Voilà. Parce que ça a quand même été présenté au One Planet Summit biodiversité. Donc, c'est là où moi, j'avais dit, je préférais… La première coalition. Une grande coalition. Donc, j'ai dit, si vous voulez, mais quand même 14 milliards, quand je vois les besoins pour la biodiversité qu'il y a demain, par exemple, vous voyez, développer les 30% d'aires protégées dans le monde demain, notamment dans les pays en voie de développement, ça va nécessiter quelques 50, 60 à 80 milliards de dollars par an pour développer ces aires protégées pour qu'elles soient efficaces. Ça, pour moi, c'est l'urgence. C'est ça l'urgence, c'est protéger la biodiversité là où elle est plus en danger, pour donner des refuges à la biodiversité pour qu'elle s'en sorte. 14 milliards pour un projet qui n'est pas un projet purement biodive, voilà, c'est cet argent-là, je l'aurais bien vu ailleurs. Merci.
Alors, une autre question, profitez-en, hein, vous avez encore une vingtaine de minutes pour relancer éventuellement le débat comme vous l'entendez. Bonjour, moi je m'appelle Véronique, je suis avec intérêt cette discussion. Je voulais évoquer le prochain congrès mondial de la bio à Rennes, au couvent des Jacobins, du 6 au 10 septembre prochain, avec notamment la présence de Nicolas Hulot. Je voulais savoir quel était votre regard sur ce genre d'événement. Est-ce que la bio, c'est vraiment l'avenir de la planète ou est-ce que c'est juste une communication un peu voilà, de la part des entreprises? Voilà, je voudrais avoir votre avis là-dessus ou si le gouvernement est d'accord avec tout ce qui concerne un monde plus bio, plus écologique. C'est peut-être qu'une mode. Je voulais savoir ce que vous en pensiez. Pardon de vous demander la précision, mais comme je ne connais pas le congrès dont vous parlez, c'est un congrès qui a pour objectif de parler de l'agriculture biologique, c'est ça? Notamment, donc c'est du 6 au 10 septembre prochain au couvent des Jacobins à Rennes. Et il y aura plus de 2500 acteurs du secteur biologique, agriculteurs, chercheurs, citoyens, donc, qui vont évoquer l'écosystème, la régénération donc, des écosystèmes, la santé, la souveraineté alimentaire. Et parmi ces questions un petit peu d'environnement, de bio, je voulais savoir quelle était la position donc, peut-être de la France, si elle veut approfondir ou mieux faire connaître sa position par rapport à la bio, ou est-ce que c'est juste un phénomène de mode et un rassemblement qui en sera un parmi tant d'autres et qui n'aura pas de suite? Alors, sur ce rassemblement en particulier, je ne sais pas, mais sur l'avenir de l'agriculture biologique, la position française développée à l'international, bon, bien évidemment, la France étant ce qu'elle est, elle n'est pas un pays qui pratique l'agriculture biologique de manière massive, c'est un euphémisme. Elle ne pouvait pas porter à l'international l'ambition de dire l'avenir de l'agriculture du monde, c'est l'agriculture biologique. Néanmoins, elle porte, et je veux du coup quand même saluer cette situation, même si j'aimerais toujours qu'on en fasse davantage, parce que je suis un militant, mais et que le ministère de l'Agriculture n'est pas forcément toujours facile, mais quand même, à l'international, nous sommes un des rares pays qui plaidons pour un changement de pratique agricole basé sur ce qu'on appelle l'agroécologie. Alors, ça mériterait qu'on s'attarde un peu sur la définition d'agroécologie pour se demander quelle est la différence avec l'agriculture biologique. Ce n'est évidemment pas une agriculture biologique à proprement parler, l'agroécologie, mais enfin, c'est quand même beaucoup mieux que les pratiques intensives qu'on connaît aujourd'hui. Et comme on plaide de ce modèle à l'échelle internationale, c'est aussi parce que à l'échelle internationale, justement, la notion d'agriculture biologique est totalement anecdotique. Quasiment aucun pays du monde, il n'y a que des zones très riches où on pratique cette agriculture-là. Partout ailleurs, l'agriculture pratiquée est une agriculture extrêmement agressive en direction de l'environnement, qui pratique la déforestation de manière massive ou qui utilise des intrants ou des OGM. Donc ça, c'est la réalité de l'agriculture dans le monde, c'est quand même terrible. Donc proposer l'agroécologie serait déjà un pas énorme si on pouvait effectivement écouter un petit peu ce qu'on dit. Mais, donc l'avenir évidemment de l'agriculture biologique, il est puissant, il est très puissant, mais enfin aujourd'hui, alors il n'y a pas d'effet de mode du tout. Je pense qu'on est vraiment dans une direction irréversible de réduction des pesticides, des intrants, de pratiques qui s'avoisinent très fortement à ce qu'on appelle l'agriculture biologique. Mais enfin, voilà, on avance timidement en France, même si on avance plus fortement dans certains pays de l'Union européenne. Et dans le monde, c'est quand même très faible. Voilà, c'est quand même la réalité, c'est qu'on est vraiment très très loin du compte et que c'est un chantier qui peut s'accélérer très vite, hein, mais quand même, là, on en est très loin. D'accord, merci. Et toujours Yvan Logvenov chez Agrapresse, par rapport à cette question des pesticides et intrants, je crois que le premier brouillon du cadre qui avait été proposé par la CBD évoquait une réduction de 50% des fuites de pesticides et engrais dans l'environnement, ce qui n'était pas forcément une formulation très claire. Peut-être parce que vous pouvez nous redire
Je ne sais pas comment on était arrivé là et qu'est-ce que ça va aller pour vous si c'est cette formulation-là qui est finalement adoptée à Kunming au printemps. Alors, si c'est cette formulation-là qui est adoptée, on va dire qu'on va être content. Parce que je vais vous dire, c'est une formulation qui ne fait absolument pas consensus. Elle a d'ailleurs à plusieurs reprises dans des brouillons peut-être moins publics été supprimée. Donc, nous, on le défend évidemment, parce que d'abord, c'est un copier-coller quasiment des engagements que nous, on a pris à plusieurs reprises au niveau national. Donc, même si on ne les a pas atteints, mais quand même, on a pris ces engagements de réduction de 50%. Alors, c'est vrai qu'au niveau international, on ne parle pas de réduction des usages, mais de réduction des fuites, hein, ce qui est effectivement un terme un peu bizarre. Mais néanmoins, moi, je peux vous dire que aborder, ne serait-ce que le mot, ne poser dans le document que le mot pesticide, je pense que ça va être très compliqué parce qu'on va avoir des oppositions très très fortes d'un certain nombre de pays, dont le Brésil en premier lieu, qui va tout faire pour qu'on ne mentionne même pas le mot pesticide dans le document final. Je dois dire d'ailleurs que je me rappelle à plusieurs reprises, notamment quand on a préparé le One Planet Summit, à un moment donné, on s'est demandé si on pouvait monter une coalition d'États sur la question de la réduction des pesticides. Et mon constat à l'époque avait été que nous n'avions quasiment trouvé aucun allié sur la question des pesticides au niveau mondial. C'est vraiment un sujet extrêmement difficile. Merci. Une autre question encore? Oui, bonjour. Hugo Théron, je travaille pour Contexte. Monsieur Verling, vous êtes maintenant vice-président de la région Île-de-France. On ne peut pas dire que l'environnement était au cœur de la campagne des régionales. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu votre feuille de route? J'ai une deuxième question un peu plus politique. Mme Pécresse s'engageait dans une candidature à la présidentielle. Est-ce que vous allez vous impliquer à ses côtés dans cette campagne? Alors, à la région Île-de-France, effectivement, j'ai tout de suite embrayé sur un mandat à la région Île-de-France et je reviens du local. Je pense que d'ailleurs, au passage, je ne regrette absolument pas ce que j'ai fait en tant qu'ambassadeur à l'international et ça me permet simplement de dire que la biodiversité est un sujet qui, pour le coup, pour être concret, a comme échelon le plus pertinent les collectivités locales. D'ailleurs, au congrès de l'UICN, pour la première fois, il y a un sommet des collectivités locales qui a lieu le 3 septembre. Moi, j'ai beaucoup plaidé pour que ce sommet existe parce que je pense vraiment qu'il y a un rôle très, très fort à donner aux collectivités locales sur la préservation des milieux et des habitats et que tout ne peut, enfin, très peu va réussir à se faire à l'international et beaucoup pourra se faire au niveau local. Bon, c'est une première remarque. Alors, sur moi les priorités que je me suis fixées rapidement, puisque j'ai plein de projets en tête, mais il y a 2 points sur lesquels là, j'ai immédiatement mis les services de la région au travail. Le premier, c'est un plan d'adaptation au changement climatique. J'en ai vraiment fait une priorité très forte parce que je pense que l'Île-de-France va et a déjà connu des événements climatiques violents. Et il n'y a aucune raison de penser que nous pourrions être épargnés par ce qu'a vécu le Canada avec ses 49 degrés il y a quelques semaines, quelques mois, ou la Belgique et l'Allemagne avec l'inondation massive. Donc, il faut qu'on se prépare beaucoup mieux au niveau de l'Île-de-France à ces phénomènes climatiques massifs. Et évidemment, j'ai déjà donné les consignes ici pour que les principales solutions qu'on pourrait déployer soient des solutions fondées sur la nature, c'est-à-dire plus de végétal dans les zones urbaines pour les rafraîchissements d'air, bien sûr, plutôt que les climatisations, et sur tout le réseau hydrique francilien, j'ai demandé à ce qu'on développe beaucoup davantage qu'on le fait jusqu'à aujourd'hui, ce qu'on appelle des éponges naturelles, c'est-à-dire des zones humides pour pouvoir absorber les crues quand elles surviennent plutôt que des digues qui ne durent pas très longtemps. C'est un premier point. Et le deuxième point, c'est que je souhaiterais que
et la présidente Valérie Pécresse, la présidente de région qui sera présente au congrès de l'UICN, je l'emmène avec moi le 3, devrait annoncer, confirmer que la région Île-de-France est déjà à un niveau très élevé d'air protégé sur le pourcentage international qui est demandé, les 30%. On est déjà à 25-26% d'air protégé. Ça paraît être surprenant, mais c'est la réalité de l'Île-de-France, qui n'est pas qu'urbaine. Je souhaiterais qu'on puisse annoncer qu'on va aller au-delà des 30% en Île-de-France à l'horizon 2030, et donc aller plus loin que les engagements internationaux et même français. Je vais déployer un plan aussi pour proposer assez rapidement un plan pour du petit patrimoine naturel. Je pense que la région Île-de-France regorge de petites zones d'espaces naturels, des haies, des bosquets, des petites mares. Et je voudrais qu'on les répertorie et qu'on les protège davantage, tous ces petits espaces de protection de la biodiversité qui sont autant de petits refuges pour la biodiversité. Voilà, alors, et pour votre question sur la présidentielle, là on est sur un champ plus politique. Moi j'ai toujours défendu l'idée que, depuis une dizaine d'années que j'ai quitté les Verts, qu'il fallait ne pas hésiter à soutenir les éligibles à la présidence de la République, sinon je serais évidemment resté chez les Verts, mais les personnes qui peuvent potentiellement vraiment prétendre à l'élection, qui sont les plus écolos. C'est pour ça que j'avais défendu à la dernière élection, dans un premier temps, Alain Juppé, dont je connaissais les convictions environnementales. Et là, effectivement, je m'engage avec Valérie Pécresse parce que sur les potentiels candidats qui peuvent gagner cette présidentielle, on va faire court, mais grosso modo, il y a Marine Le Pen, Emmanuel Macron et peut-être un candidat issu de la droite, en l'occurrence peut-être Valérie Pécresse. Elle fait partie de ceux qui ont le plus de convictions écolo sur leur capacité à arriver à l'élection. Preuve en est d'ailleurs ses prises de position récentes. Elle a fait une tribune sur l'écologie, elle multiplie les déclarations sur l'écologie dans une pré-campagne, et non évidemment dans une campagne électorale qui s'annonce. Alors que parce que vous allez me demander pourquoi pas Macron, Macron, j'ai pensé que ça pouvait le faire, mais ça n'a pas vraiment fait les choses. Et un des points que j'ai en mémoire quand même, qui me prouve que j'ai peut-être eu raison de penser qu'il n'était pas forcément très motivé, très convaincu, c'est que pendant sa campagne électorale, lui, en 2017, il n'a jamais parlé d'écologie. C'est quand même un indicateur important. Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on n'en parle pas? Est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ne fait pas? C'est des points de vigilance que moi j'ai de plus en plus maintenant. Merci. Autre question? Il nous reste encore une petite 5 minutes et puis on laissera la parole à Yann pour conclure. Si encore un candidat a une question. Non, Yann, alors je vous laisse éventuellement. Si, quelqu'un d'autre? Non, personne. Bon, je laisse conclure et puis voilà, on va se quitter calmement. Merci beaucoup pour ce rendez-vous. C'est toujours un plaisir de dialoguer avec évidemment des journalistes qui s'intéressent aux questions d'environnement, et je sais que la JE est toujours très, très, très au rendez-vous de tout ça. Et encore une fois, merci de m'avoir permis de revenir sur les sujets que j'ai portés quand j'étais ambassadeur et sur lesquels je vais garder une grande vigilance. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je vais me rendre, alors que je n'avais pas forcément beaucoup de raisons d'y aller, mais plus beaucoup de raisons d'y aller. J'irai au congrès de l'UICN du 3 au 8 septembre prochain. Peut-être que j'y retrouverai un certain nombre d'entre vous, je ne sais pas, mais je suis à votre disposition d'ailleurs pour vous revoir à cette occasion-là ou à d'autres moments. Vous restez combien de temps? Vous y êtes du 3 à quelle date? Du 3 au 8. Du 3 au 8. Du 3 au 8. D'accord. Voilà. Place. Évidemment, je participe à pas mal d'événements, plus anglais sur les questions de collectivité locale, bien sûr, maintenant. Mais bon, voilà, comme je vous ai dit, je verrai la nouvelle ambassadrice. Je verrai avec plaisir un certain nombre d'anciens collègues, et notamment ceux de l'AFD, avec lesquels j'ai très, très bien travaillé pendant 2 ans et demi. Parce que l'AFD a fait une évolution, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais a fait une évolution assez remarquable ces dernières années. Et notamment, c'est une des rares banques de développement dans le monde qui a clairement mis à son agenda le financement de la biodiversité. Donc ça, c'est quelque chose de bien et qui critérise aussi les autres
engagements financiers qu'elle fait aujourd'hui pour ne plus financer quoi que ce soit qui serait contraire à la question climatique et à la question de biodiversité. C'est vraiment très rare dans l'univers des banques de développement au niveau mondial. Donc, peut-être un mot justement sur les sciences aussi, on n'en a pas parlé du tout, et peut-être quand on voit par exemple, moi j'ai regardé le lourd programme de l'IRD à l'UICN, c'est énorme. Donc, est-ce qu'on peut peut-être avoir un petit mot encore sur l'investissement scientifique ces dernières années sur ces thèmes? Alors, il est fondamental. D'abord, l'UICN, d'ailleurs, au passage, est un organe qui est truffé de scientifiques. Les listes rouges que tout le monde connaît, c'est un travail formidable qui est fait par des scientifiques. Donc, c'est évidemment très, très important de le souligner. Par ailleurs, aujourd'hui, si on a, on va dire, tant et tant d'acteurs internationaux, notamment des dirigeants, qui s'engagent pour le climat et la biodiversité, il y a peut-être pas suffisant, mais quand même, qui s'engagent, c'est parce qu'ils s'appuient sur des données scientifiques. Le GIEC a joué un rôle absolument déterminant pour l'engagement vers la COP15, la COP21, pardon, à Paris. Et de la même manière, les BES jouent un rôle extrêmement important auprès des États pour leur dire vous avez une base scientifique objective et solide qu'on vous donne pour dire que la situation est grave et qu'il faut agir. Parce que sinon, c'est évidemment du Trumpisme, c'est-à-dire que chacun pense que tout va bien et qu'on peut continuer à faire n'importe quoi. Non, il y a une base scientifique. Donc, on a besoin, évidemment, de consolider encore les données objectives pour que quand on prend des décisions, elles ne soient jamais hasardeuses, elles soient toujours appuyées sur la science. Ça, moi, je crois beaucoup à ça. Je ne pense pas que la science doit décider, mais je pense que le politique doit écouter la science pour décider. Merci, mais je pense qu'on va se quitter sur ces belles paroles, et puis rendez-vous donc à nous tous pour vous rencontrer peut-être donc à Marseille, si parmi nous il y en a plusieurs. Voilà. Merci Yann, à bientôt. Au revoir.